Salut à toutes et à tous, c'est Alain Duke. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est plus vu, mais chose promise, chose due. Il reste encore 2 épisodes de la série Enquête. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder un sujet qui est très mal connu et on n'en parle pratiquement pas. Ce sujet est le sujet des Kémites, du peuple kémite. Donc, mythe ou réalité, voilà déjà une première question qu'on pourrait se poser, mais je pense qu'il est assez important de parler de ce sujet. Donc le sujet des Kémites. Pour parler des Kémites, je vais juste un petit peu vous raconter la genèse que j'ai vécue par rapport à ce sujet un peu particulier. Donc il faut s'imaginer que ça fait déjà quand même une paire d'années que je propose des conférences à droite et à gauche. Et là c'était à Paris, on est aux alentours de 2010 par là. Et là j'évoque justement l'alchimie, un sujet qui est pour moi très important. Et là je parle du mot alchimie, donc dans le mot al-chem-ya, chem, le mot chem qui veut dire noir. Et j'ai dit bêtement comme ça dans la salle, vous savez, le mot chem a beau vouloir dire noir, ça ne veut pas forcément dire que les Égyptiens donc de l'époque étaient des personnes de couleur, donc des personnes à peau noire. Et j'avais au milieu de l'assemblée donc un couple d'Africains, une jeune demoiselle habillée dans des habits traditionnels africains, et les deux portaient aussi autour du cou, ils portaient une anque, symbole égyptien. Et à la fin de la conférence, donc ils viennent vers moi. Et ils me disent, monsieur, vous dites que les Égyptiens, donc que les pharaons n'étaient pas forcément noirs, mais nous serions d'un autre avis, et nous serions plutôt tentés de dire que justement, on nous cache des choses et que c'était justement des peuples noirs. Et au moment où ces deux personnes vont me dire cette phrase-là, j'ai 3 flashs qui me traversent l'esprit. Le premier flash, c'est un flash un peu comique, on va dire entre guillemets, c'est Michael Jackson qui chante « Do you remember the time ?» Et si vous connaissez le clip, vous vous rappelez peut-être que c'est Eddie Murphy qui a été pris pour incarner le pharaon. Et il faut savoir aussi que le clip a été réalisé par Spike Lee, qui est aussi un réalisateur afro-américain. Et donc, la reine d'Égypte, c'est aussi une top modèle black, donc noire, qui a été prise. Et là, on se dit, pourquoi Michael Jackson fait des allusions avec Spike Lee de « Do you remember the time ?» qui veut dire « tu te souviens du temps ?» et en prenant des acteurs noirs pour incarner le pharaon et la reine d'Égypte. Donc ça, c'est le premier flash qui me passe par l'esprit. Deuxième flash, le Sphinx, qui se trouve sur le site de Gizeh. Et ce qui est intéressant, c'est de voir toujours cette fâcheuse tendance que beaucoup de statues, et le Sphinx en l'occurrence, donc ont le nez cassé. Si vous allez faire un petit tour dans le Louvre, vous verrez qu'il y a beaucoup de statues qui ont cette particularité d'avoir justement ce nez cassé. Alors peut-être on peut se poser la question, peut-être que le nez était un petit peu trop large, voilà, aux yeux des élites dominantes du moment. Donc on va retirer une preuve, un symbole qui représente non pas un nez au trait caucasien, mais plutôt un nez épaté, donc un nez africain. Et le troisième flash, qui est pour moi encore un flash, on va dire encore plus important, et l'image que vous voyez en même temps, donc vous montre justement une statue, c'est la tête du peuple Olmec. Donc, qui sont les Olmecs? Les Olmecs, c'est des peuples qui auraient précédé justement les Aztèques, les Mayas, les Incas. Donc, tout le monde connaît les Aztèques, les Mayas, les Incas, mais plus rares sont les personnes qui connaissent le peuple Olmec. Et l'image que vous voyez justement représente une tête de peuple Olmec. Et là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais on a bien affaire à une tête négroïde, donc une personne de couleur noire. Et on se dit, ça veut dire qu'il y avait déjà des peuples noirs qui étaient donc présents en Amérique, du côté du continent américain, mais cela a un temps assez reculé. Donc voilà, on va dire pour la genèse en ce qui concerne ce sujet kémite, justement, où déjà, pour ainsi dire, j'avais un petit peu la puce à l'oreille, mais à cette époque-là, j'étais peut-être pas encore prêt pour aller plus loin dans mes investigations, et aussi par rapport à des rencontres qui vont être très importantes, pour justement prendre conscience que probablement l'histoire qu'on nous conte
qu'on nous impose d'une certaine manière est complètement, c'est un mensonge absolu. C'est-à-dire, même Michael Jackson, je reviens encore une fois à lui, dans ses dernières interviews, il aurait bien dit que les livres d'histoire, l'histoire comme on nous la propose, on nous l'impose, est complètement fausse, que ce sont que des mensonges. Et là, il faut se dire, donc à un moment donné, que les mensonges vont beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut s'imaginer, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de petites choses, c'est-à-dire on nous aurait carrément caché toute une partie de l'histoire de l'humanité qui nous concerne tous, puisque même si on parle des Kémites, vous allez comprendre qu'on parle du peuple noir, même si on nous parle de Kémites, on a quand même affaire à un sujet qui concerne l'humanité entière. Ce n'est pas uniquement un sujet qui concernerait entre guillemets le peuple noir, ça va beaucoup plus loin. Donc, puisque encore une fois, on dit l'adage dit bien que si on veut détruire l'histoire de personnes, de certaines personnes, donc ce qui est les fondements de civilisation et tout ça, il faut détruire leur histoire, tout simplement. Il faut tout faire pour occulter, pour cacher leur histoire. Et en l'occurrence, ici, nous avons affaire justement à un secret qui est probablement très bien gardé, puisque il faut vraiment faire des investigations personnelles pour arriver à trouver certaines choses qui sont assez troublantes. Et donc, pour parler de ces choses assez troublantes, on va faire un petit peu le tour du monde et on va observer que partout où nous nous déplaçons, nous avons justement des traces de peuples noirs, que ce soit en Asie, ici en Europe, que ce soit en Amérique bien sûr, un peu partout. Donc nous retrouvons toujours des sources, des origines qui auraient un lien direct avec le peuple noir, donc le peuple d'Afrique, et comprendre aussi que quand on utilise le mot Afrique, en fait, nous n'utilisons pas le vrai nom de ce continent, puisque le vrai nom c'est Congo-Katiopa, toujours écrit avec la lettre K, donc Congo-Katiopa, et ce serait le vrai nom du continent, alors que Afrique, ce serait justement un mot qui vient des Portugais lorsqu'ils sont descendus sur le continent noir, et ils auraient donc rencontré une tribu au Maroc, les Afriki, et c'est à partir de là que le mot Afrique va devenir un mot de référence pour tout le continent qui est gigantesque. Mais comprenez aussi que quand on parle des Kémites, nous n'allons pas simplement nous baser sur la zone de l'Afrique proprement dite, mais il faut s'imaginer que nous parlons d'une civilisation qui se trouve sur toute la surface de notre monde. C'est-à-dire partout, les Kémites étaient présents. La présence kémite était partout. Probablement que l'épicentre, justement, c'est la région des Grands Lacs qui se trouve en Afrique centrale. Et là, on a l'épicentre avec, justement, c'est là aussi où le Nil prend sa source, c'est-à-dire qu'à partir de là, nous arrivons en Éthiopie, nous allons vers l'Égypte, qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte moderne, mais il faut s'imaginer que l'Égypte antique était beaucoup plus vaste que l'Égypte d'aujourd'hui. Et ça, c'était donc l'épicentre, on va dire, de ce peuple kémite, mais qui était étendu sur toute la surface du globe. Et il contrôlait le monde, c'est-à-dire c'était toutes les connaissances que nous avons encore aujourd'hui proviennent de ces peuples premiers, donc ce peuple premier qu'on appelle aujourd'hui les Kamites ou les Kémites. Mais moi, je préfère la version Kémite à cause du mot Kem, justement, puisqu'on peut l'associer automatiquement à l'alchémia, donc à l'alchimie. L'alchimie qui est pour moi, vous savez, depuis toutes ces années où je fais mes recherches et ces fameuses découvertes, donc qui est pour moi le sujet le plus important, où certaines personnes aussi se définissent comme étant alchimistes et puis qui n'évoquent à aucun moment les kémites. Donc il y a quelque chose quand même de troublant dans ce fait, mais c'est un fait avéré. Donc on nous parle d'alchimie, on nous parle de culture égyptienne, on nous parle des Grecs, etc., même de l'alchimie médiévale, moyenâgeuse, mais à aucun moment on en parlerait du peuple kémite, de ce peuple qui aurait existé à un moment donné de l'histoire et qui aurait été complètement effacé. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, donc en faisant mes investigations et tout ça, c'est qu'à 2 reprises, donc on a essayé d'effacer ou de blanchir tout simplement ce peuple kémite. La première fois, à une période qu'on appelle tout simplement la Renaissance, et une deuxième fois qui est encore beaucoup plus proche de nous, c'est-à-dire à environ entre 100 et 150 années en arrière. Donc là, un deuxième blanchiment ou bien volonté d'effacer l'importance du peuple noir dans toutes les découvertes de ce monde. Donc voilà. Et donc pour vous parler justement de ce blanchiment, comprendre qu'il y a une théorie qui est quand même très importante à intégrer. Je dis bien une théorie, mais vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous aurez remarqué peut-être, vous allez sur le net, vous allez faire des recherches et
vous allez peut-être observer que certaines pièces de monnaie qui datent de quelques siècles en arrière, il y a un petit détail troublant, c'est que le premier 1, donc si on prend une date comme par exemple 1770 par exemple, ben le premier 1 est remplacé par la lettre I ou la lettre J. Donc le I serait pour Jésus, Jésus, donc Jésus qui commence par la lettre I, voire par J, Jésus, ou bien c'est pour ça aussi qu'on dit Jéhovah ou Yahvé, donc on a toujours le I ou le J qui est en gros la même, il rentre dans la même catégorie. Donc au lieu qu'il y ait marqué 1770, il y a I 770. Et il y a des personnes qui disent, bah oui, on n'est pas à la date qu'on veut nous faire croire. Et c'est là qu'on vient sur la théorie du récentisme. C'est-à-dire qu'on nous aurait rajouté, alors accrochez-vous bien, 1000 ans d'histoire qui n'auraient jamais eu lieu. Carrément, 1000 ans, c'est pas rien, c'est beaucoup, 1000 ans, c'est une longue période, mais il y aurait donc 1000 ans d'histoire dans nos livres d'histoire qui n'auraient jamais eu lieu. Donc il faut s'imaginer aussi que dans ces livres d'histoire, il existe donc des personnages purement fictifs, qui n'auraient jamais existé. Et je pourrais vous citer deux personnages pour moi qui sont assez troublants dans leur symbolisme. C'est un personnage qui s'appelle Galiléo Galilée. Après, je vais vous expliquer bien sûr aussi pourquoi c'est important de comprendre l'idée de recentisme par rapport au kémite, bien sûr. Donc, je reviens sur Galiléo Galilée. C'est quand même intéressant de voir que notre monde rentre dans la théorie de l'héliocentrisme à partir du moment où il y a ce fameux procès qui est fait, donc un procès, d'un personnage qui s'appelle Galiléo Galilée. Il faut savoir aussi que ce procès était sous le contrôle voilà, des jésuites. Voilà, les jésuites, c'est quelque chose quand même d'assez sulfureux si on connaît un peu l'histoire des jésuites. Et donc ce personnage, on va dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de grave? Maintenant, c'est le nom, Galiléo Galilée. Je prononce deux fois le mot Gal. Et Gal, c'est une référence au galet, c'est-à-dire à la pierre. Et donc, quand on entend Galiléo Galilée, ça nous donne Pierre-Pierre. Et l'adage, justement, dans les textes sacrés chrétiens, il est dit à un moment donné, tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, donc ma reliance, ma religion. Et c'est là, à un moment donné, on se dit, est-ce que ce ne serait pas un nom de code que les élites, bien sûr, comprennent pour dire Galiléo Galilée n'a jamais existé. L'héliocentrisme, c'est une fiction absolue. Nous ne sommes pas dans un système héliocentrique, mais nous sommes vraiment dans un système géocentrique. Bon, après, encore une fois, ça c'est un sujet qui mériterait bien sûr toute une émission pour que je vous explique c'est quoi le géocentrisme, comment il faut le comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas une petite planète au milieu d'un univers gigantesque, mais c'est un monde. Vous voyez bien, j'ai changé le mot planète par monde, un monde qui se trouve au milieu d'un paradigme, d'une réalité. Donc là, on peut parler alors de géocentrisme. Voilà, donc ça c'est l'histoire Galiléo Galilée. Ensuite, un autre personnage fictif, probablement du Moyen-Âge, donc, nous avons Jeanne d'Arc, la fameuse Jeanne d'Arc. Encore une fois, quand on connaît les symboles, vous savez, moi qui suis un peu spécialisé dans le décodage de symboles, à un moment donné, on se dit, attends, une femme androgyne, puisqu'elle est moitié femme, moitié guerrière, moitié homme, qui s'appelle Jean. On connaît un autre personnage androgyne qui s'appelle Jean, c'est Jean l'Évangéliste dans la scène de Léonard de Vinci. Donc on comprend à un moment donné qu'on a affaire à des codes. On parle de purification par le feu. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans quelque chose d'alchimique qui nous parle d'un être androgyne et de purification de la matière? Donc est-ce que cette Jeanne d'Arc a vraiment existé, qui va après même représenter l'emblème de la rébellion ou bien de la force de l'unité française, puisque bien sûr pour le peuple il faut leur donner toujours des symboles très forts pour créer cette illusion de nation pour bien sûr après manipuler le peuple. Donc encore un personnage probablement fictif qui a connu encore un procès. Donc déjà deux personnages dont je vous cite qui sont probablement fictifs, qui ont connu des procès. Mais encore une fois, c'est pour donner plus de crédit au personnage. Après, on va dire, mais quand tu veux dire il n'a jamais existé, mais les papiers sont là, les documents. Mais je dis, mais moi je peux vous donner des tonnes de documents qui certifient que Hercule a vraiment existé, que Ulysse a vraiment existé, que Prométhée a réellement existé. Tout ça, ce sont des textes rédigés par des cultures qui nous parlent de personnages qui sont des personnages de mythologie, donc des personnages fictifs. Pourquoi ne pas intégrer l'idée que d'autres personnages, à une époque qui n'a jamais existé, donc le Moyen-Âge justement, puisque quand on parle de ces 1000 ans, en trop, ça représente plus ou moins le Moyen-Âge. D'accord? Donc cette partie-là, où justement on se dit comment est-ce qu'on est passé d'une ère païenne où on voit des villes romaines et grecques et tout ça, qui sont d'une modernité absolue avec des canalisations, des villages chauffés avec chauffage central si on veut,
à quelque chose de moyen, de très basique, rudimentaire. Donc, si on prend par exemple ce Moyen-Âge, on voit bien que le Moyen-Âge, c'est comme si on avait régressé d'une certaine manière. Et le meilleur exemple, c'est surtout quand on observe là aussi l'art du Moyen-Âge. Donc, on observe dans des villas romaines, dans des traces de culture plus ancienne, des artistes qui avaient une capacité de créer des œuvres d'art très réalistes, les statues, des villas romaines, vous voyez des villas romaines avec des mosaïques, donc imaginez, avec des petits morceaux de carrelage comme ça, des mosaïques, ils vont vous faire des visages qui sont pratiquement réalistes, absolument. Et puis d'un autre côté, le Moyen-Âge, où on retrouve quelque chose qui est complètement grotesque, voire même enfantin. Et après, à la Renaissance, la fameuse Renaissance, boum, de nouveau une explosion d'artistes. C'est comme pendant 1000 ans, en gros, les artistes, ils avaient disparu, et puis on les retrouve à la Renaissance. Mais si maintenant, on s'imagine qu'il y a 1000 ans d'histoire qui a été rajoutée, et je vais vous expliquer pourquoi, par rapport aux kémites aussi, là automatiquement on se dit, ah oui, là il y a quelque chose qui paraît logique, donc on nous a inventé de l'histoire pour nous cacher un secret qui est extrêmement important pour l'humanité entière. Donc pourquoi avoir rajouté 1000 ans d'histoire? Et qu'est-ce que ça a à voir bien sûr avec le peuple kémite, et qui est ce groupe de personnes qui ont justement manipulé l'histoire? Ben, il faut comprendre que derrière le mot kémite, je retire la lettre K, je mets un S à la place, je retrouve le mot sémite. Donc là, on n'est plus dans le règne du peuple noir, mais on rentre dans le règne du peuple blanc. Beaucoup plus clair de peau en tout cas. Les sémites, nous allons parler du peuple hébreu, des juifs, et de tout ce qui est Proche-Orient, Moyen-Orient. Donc tout ce qui est toute cette bande-là qui part de Jérusalem et qui va jusqu'en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sémites. Et on ne va pas parler du Maghreb, donc des pays d'Afrique du Nord. Là, on est en affaire encore à des Africains où l'islam s'est implanté, mais on est dans la partie africaine. Donc, on va parler vraiment des sémites. Donc, à partir d'un moment de l'histoire, il y a eu une inversion de couleur, c'est-à-dire on est passé du noir au blanc, et là je vais peut-être vous choquer en vous disant qu'il n'est pas impossible que c'est à cette même époque, donc la Renaissance, nous avons donc l'ère romaine, donc une ère qui a probablement existé, et nous assistons à la fin, entre guillemets, de l'Empire romain, qui n'est pas vraiment la fin, puisqu'il va se transformer en religion, le christianisme. Et donc, nous allons switcher directement, nous allons passer aux Templiers, oui, mais pas 500 ans plus tard, puisque la fin de l'Empire romain, nous sommes aux alentours de 475 par là. Donc, on va tout de suite aller de l'Empire romain, on va parler des Templiers, c'est-à-dire des moines guerriers qui représentent une armée, comme étaient les Romains, mais qui sont en même temps des moines, c'est-à-dire reliés au clergé romain. Et nous ne parlons pas de Moyen-Âge, mais nous sommes directement déjà à la Renaissance, c'est-à-dire à cette époque qui va marquer le commencement, une renaissance de quelque chose, c'est-à-dire de la fin de l'Empire noir pour passer à l'Empire blanc. Et c'est probablement aussi à ce moment-là que le christianisme va être blanchi. C'est-à-dire que la légende du Christ, qui est à la base une légende, comme je vous l'ai probablement dit dans d'autres vidéos, qui nous parle d'une légende d'un personnage qui s'appelle Osiris et de son fils Horus. Donc il faut s'imaginer qu'une nouvelle version de ce christianisme a été faite en Afrique, c'est-à-dire en Éthiopie. Et c'est même si vous allez sur le net, vous allez pouvoir voir des images, vous marquez Lalibela, vous allez voir une église chrétienne, mais qui est très ancienne, et c'est probablement un des premiers vestiges de ce qu'on va appeler la légende d'Osiris et d'Horus, mais dans sa version modernisée, c'est-à-dire ce qu'on va appeler plus tard après le christianisme. C'est pour ça que Yeru, ça va devenir Jésus. C'est le même personnage. Donc, mais c'est-à-dire c'est la continuité de la légende d'Osiris-Horus qui va devenir le christianisme noir en Éthiopie. Et quand cette élite blanche prend le pouvoir, ils vont en faire une version blanche avec un Christ blanc. Et on nous parle même qu'il y aurait une famille qui s'appelait Borgia. Ils auraient pris l'image, enfin le visage d'un de leurs fils qui s'appelait Cesare Borgia. Ils en auraient fait cette image de Christ, c'est-à-dire un homme blanc avec des cheveux un peu plus longs et une barbe plus longue. Et c'est ça qui aurait donné cette image du christianisme blanc, mais qui à l'origine, et encore une fois, ça nous provient des Kémites, du peuple noir. Et donc, c'est cette volonté farouche d'effacer toutes les traces des peuples noirs, donc, c'est là, à partir de la Renaissance, où tout va être blanchi, c'est-à-dire toutes les légendes qu'on connaît à droite à gauche,
un effaçage en bonne et due forme de toute leur histoire. Voilà, tout d'un coup est associé au peuple élu, c'est-à-dire les Sémites qui vont dire ben, c'est nous les peuples qui avons souffert dans les exploitations. Donc, je veux dire, ils étaient exploités par les pharaons pour construire les pyramides, etc. Nous sommes le peuple qui avons souffert, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Ils n'ont pas été là avant tout le monde, ils sont venus derrière. C'est-à-dire, c'est la dernière religion qui est apparue. Et nous avons même des historiens, comme par exemple Shlomo Zant, qui est un historien qui habite en Israël, donc, et il dit lui-même, notre histoire n'est pas aussi vieille. C'est quelque chose qui est, le roi David, le roi Salomon ont été inventés, et là on comprend que c'est rien d'autre qu'un plagiat, c'est-à-dire un blanchiment d'une légende qui ne leur appartient pas. Quand on prend maintenant, par exemple, la création d'Hollywood, si maintenant je prends Hollywood, les premières grosses sociétés qui ont créé Hollywood, c'est par exemple une société qui s'appelle la Metro-Goldwyn-Mayer. Donc on a des noms qui sont bien sémites, qui nous proviennent bien de ces personnes-là. Et si on regarde un petit peu la manière dont ils nous content l'histoire, je vais vous donner un exemple très clair. C'est un film qui était pour l'époque un blockbuster. Hein, vous savez, un blockbuster, c'est un film qui attire énormément de spectateurs. C'était Autant n'emporte le vent, avec Clark Gable. Donc si on prend cette histoire, donc un film hollywoodien, tourné dans les années 30, nous avons une famille de blancs, donc des personnes qui ont même des esclaves, qui travaillent dans les plantations de coton. Et puis nous avons en fond de l'histoire, nous avons cette guerre de sécession qui oppose les nordistes et les sudistes. Et ce qui est intéressant avec ce film Autant en emporte le vent, c'est justement, on voit que les noirs dans ce film, donc les personnes de couleur, sont seulement des serveurs et des esclaves. À aucun moment donné, on va leur donner un autre rôle que ça. Et nous sommes à quelle époque? Nous sommes au 19e siècle, c'est-à-dire en 1850 par là. Donc nous sommes à une époque où on nous fait croire que le peuple noir n'avait aucune autre occupation que d'être des serviteurs, voire des esclaves dans des plantations de coton. En gros, oncle Benz, il faisait rien d'autre que de... là, il n'était pas très cueillir du riz, mais du coton. Pourtant, si on va faire des petites recherches dans certaines archives américaines, et je peux vous dire que cette information est de source sûre, eh bien, on découvre des documents qui certifient des facultés de médecine à cette même époque, c'est-à-dire au 19e siècle, en 1870, où il y avait des professeurs qui enseignaient la médecine, mais qui étaient noirs. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Hollywood nous dit qu'à cette époque, les Noirs étaient que esclaves, et dans des documents, dans les archives américaines, on nous dit qu'il existait déjà des professeurs en médecine qui avaient la peau noire. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une volonté de nous cacher quelque chose de l'histoire? Encore une fois, je vous dis, Michael Jackson lui-même nous fait une allusion. Do you remember the time? Est-ce que tu te souviens du temps où nous, le peuple noir, nous avions accès à tout? C'est de nous que viennent toutes les grandes sciences que nous connaissons encore aujourd'hui. Un autre exemple hollywoodien assez rigolo, c'est les Tex Avery. Donc Tex Avery, ce sont des dessins animés qui ont été aussi, pour la plupart, tournés dans les années 20, 30, 40, etc. Et quand on nous montre des noirs, limite, ils ressemblent à des singes, et si possible avec un os soit dans le nez, soit dans les cheveux. Et donc on nous fait allusion qu'ils seraient des cannibales, etc. Donc moi je peux vous dire de source sûre, encore une fois, que le cannibalisme n'a jamais eu lieu en Afrique. L'anthropophagie a été pratiquée dans des régions où il n'y avait rien à manger, c'est-à-dire dans les pays du Nord ou du Sud. Plus on quitte l'équateur et plus on quitte un paradis, puisque si on est au centre de ce qu'on appelle l'équateur, donc au centre, ben je peux vous dire que les arbres, les floraisons, il y a 3 à 4 floraisons de fruits, il y a des légumes. Allez une fois en Afrique, dans les régions des grands lacs, etc., vous allez dans des marchés, vous allez voir des marchés qui sont emplis de légumes et de fruits à longueur d'année. Donc ce n'est pas de là que vient le cannibalisme. Le cannibalisme sont des pratiques qui sont faites dans des régions où justement la vie dépend d'une saison, où il n'y a qu'une seule floraison. Donc c'est dans les pays plus vers le nord et plus vers le sud. Voilà, donc le sujet des Kémites, je vous dis, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces puisque leur histoire a été effacée. C'est-à-dire qu'en gros, tout a été fait pour blanchir ce qui était noir à la base. Et je vais vous donner, pour finir, donc pour conclure, puisque je pourrais faire bien sûr encore des heures et des heures de discussion par rapport à ce sujet, mais pour conclure, et pour moi c'est la plus belle manière de vous expliquer qu'il y a quelque chose de troublant derrière cette histoire, c'est un des plus beaux mots de la langue française, c'est le mot amour.
Donc, amour qui veut dire, si on l'écoute en langue des oiseaux, ça veut dire l'âme qui va vers l'Our, c'est-à-dire l'Our, O-U-R, qui veut dire la lumière des alchimistes. Et c'est aussi intéressant d'entendre la mort qui veut dire exactement la même chose. Donc l'âme or, c'est aussi l'âme qui va vers l'or, l'Our, donc la lumière des alchimistes. Donc si maintenant je vous pose la question d'où vient le mot amour, vous pourriez me dire, bah oui, ça vient du grec, du latin, donc amor, justement, amor qui veut dire l'amour, donc de l'amour en français. Et alors je continue, parce qu'il y a toujours un, on va aller un peu plus loin en arrière, et là je vous pose la question, et d'où vient le mot amor du grec et du latin? Parce qu'il y a même des théories qui disent que le grec et le latin existent que depuis la Renaissance, d'accord, quand il y a eu ce blanchiment historique. Eh bien, le mot amor, en fait, vient d'un mot africain, donc encore une fois, c'est-à-dire qui nous vient du peuple kémite, et le mot original c'est amahuru, amahuru. Et là, ama, on a l'âme, donc encore une fois, et huru, c'est l'or, l'or qui va devenir l'or des alchimistes. Mais encore une fois, nous avons deux possibilités. Soit nous prenons des blancs qui descendent vers les peuples noirs, des peuples qui ne sont absolument pas civilisés, et vont les forcer à accepter un mot, le mot amour, qui va se transformer en amahuru, ou bien nous avons vraiment un secret qui nous est bien caché, nous avons un peuple noir qui monte vers, qui est partout, et c'est là qu'on comprend que le langage même le mot langue, langa, vient du peuple kémite, encore une fois, donc le langage nous provient d'un peuple qui nous a été caché, et c'est exactement l'inverse qu'il faut comprendre. Vous savez, c'est un sujet fondamental. L'histoire des kémites, si elle est vraie, c'est-à-dire nous sommes tous concernés, puisque nous avons tous ces racines noires en nous. Nous avons beau être aujourd'hui blanc pour les gens du Nord, jaune pour le peuple de l'Orient, rouge pour le peuple du côté américain, donc les autochtones, bien sûr, le peuple rouge. Et c'est intéressant déjà d'entendre les quatre couleurs, donc blanc, jaune, noir, rouge, les couleurs de l'alchimie. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à comprendre qu'on nous cache depuis maintenant bien trop longtemps, les élites qui se gardent justement cette connaissance, puisque à partir du moment où nous avons de nouveau la possibilité d'accéder à ces connaissances, mais pas en trouvant les documents puisqu'ils ont été détruits, mais en allant puiser à l'intérieur de nous, puisque dans notre ADN, nous avons les traces de ce peuple en nous. Vous savez, moi qui adore la musique black avec Earth, Wind and Fire et tout ça, j'aime dire que my soul is black, mon âme est noire. Mais là, on voit jusqu'à quel niveau ça va. C'est-à-dire qu'on nous a caché une histoire probablement qui est réelle. Donc on se trouve maintenant devant un simulacre historique qui est complètement faux, on se base sur ces mensonges, et c'est à partir de là qu'on se définit. Et c'est là qu'on n'est plus vraiment en phase avec nos racines qui sont pour tous les mêmes. Vous comprenez? Voilà, donc à partir de là, je pense que nous avons fait le tour de ce sujet. Je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode Enquête, donc le 13e épisode, qui va parler d'un sujet assez épineux, donc je vais me faire encore plein d'amis, bien sûr, ce sont les archanges. Donc je vous invite à ce prochain épisode, je vous dis à très bientôt et je vous dis merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.